Bonjour à tous, suite à l'Ironman Texas, vous avez été assez nombreux à me poser pas mal de questions sur le vélo et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée pour vous en parler plus en détail. Alors le setup que je vais vous présenter est celui que j'ai utilisé lors de l'Ironman Texas le 22 avril dernier. C'est également celui que je vais utiliser lors du 70.3 à West Friesland dans un mois, qui est là aussi un parcours super plat et rapide, mais forcément il y aura des petites adaptations à apporter pour le Norseman, notamment au niveau de la transmission, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de changement significatif. Bon allez, on va tout de suite commencer par le cadre. Et le cadre, c'est le Canyon Speedmax CFR modèle 2022. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi je le trouve magnifique, surtout dans cette couleur-là. Alors je trouve qu'il y a vraiment eu un gros effort d'intégration qui a été fait par Canyon. Il n'y a pas une vis qui dépasse, il n'y a pas un câble qui dépasse. Ils ont également profité du fait que ce soit un vélo équipé de freins à disque pour élargir un petit peu la fourche à l'avant et également à l'arrière. Tout simplement pour favoriser le passage du flux d'air et avoir un vélo qui au final est plus aérodynamique que l'ancienne version. C'est notamment l'approche qui a été prise depuis plusieurs années par Specialized avec leur modèle de CLM, mais également par Q-Cycle qui présente une fourche encore plus élargie, ou encore plus récemment par Cadex avec leur modèle Cadex Tree. Allez, si on part de l'avant du vélo, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord un système de frein hydraulique SRAM Red. Honnêtement, ça fait super bien le travail, c'est précis, ça permet de bien doser le freinage, ça permet d'avoir un freinage bien progressif et surtout c'est super réactif et je trouve beaucoup plus sécurisant qu'un système de frein à patins. Au départ, j'étais un petit peu réticent parce que forcément un frein à disque, ça veut dire un petit peu plus de poids, c'est plus cher également, c'est davantage d'entretien. Mais au final, je pense que l'agrément en termes d'utilisation et surtout en termes de sécurité vaut vraiment l'investissement. Maintenant, quand je repasse sur des freins à patins, je vois vraiment la différence et très clairement, je me sens vachement plus en sécurité avec ce système de freinage qu'avec des freins à patins comme je pouvais avoir par avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un guidon super aéro, là c'est vraiment ultra plat, ultra bien fini. On a également la potence qui est un petit peu plus longue sur ce modèle-là, elle fait 2 cm de plus. Vous avez un choix entre la potence courte et la longue. Ici, j'avais dû installer la longue, moi je fais 1m87 et avec la courte, honnêtement, c'était vraiment un petit peu difficile en termes de reach, je me sentais un petit peu compressé, alors que là, honnêtement, ça marche super bien. Donc si jamais vous pensez à commander ce vélo, faites attention à la mesure et je dirais que si vous faites plus de 1m80, 1m85, vraiment considérez la longue par rapport à la courte, ça peut vraiment vous sauver la vie en termes de position et en termes de trouver vraiment le confort que vous recherchez sur le vélo. Allez, si on continue, ici, on a un système d'hydratation intégré. Alors là, il n'est pas installé, mais normalement, on a un camelback qui vient s'installer là-dedans. Je crois qu'il y a deux types de volumes, 500 et 750 ml. Je crois que j'avais le 500, mais maintenant, je ne l'utilise plus. Il y a normalement une paille qui sort, une sorte de tube qui se fixe ici avec un petit aimant qui permet donc d'accéder au liquide. Je trouve que ça n'a pas été super bien pensé parce qu'en fait, le tuyau n'arrive pas au fond du sac. Donc ça veut dire qu'il faut aspirer quand même assez fort pour en sortir quelque chose. Et c'est également quasiment impossible de vider le contenu du camelbag. Donc je pense qu'en course, on est déjà quand même assez essoufflé parfois, et rajouter ça en plus, ça aide pas vraiment, c'est pas super confortable. Donc du coup, je m'en suis débarrassé. Donc là, on a un petit cache qui permet vraiment de fermer le tout. Normalement, il y a une sorte de petit trou où on appuie avec une bouteille ou quoi que ce soit, une gourde pour vider le truc dedans. Ça marche plutôt bien. Mais le problème, c'est vraiment pour en ressortir le liquide. Honnêtement, ça n'a pas été super bien pensé. Bon, c'est dommage parce que au-delà de ça, comme je vous disais dans une autre vidéo, c'est vraiment un modèle d'intégration pour moi et c'était notamment l'un des choix qui m'avait guidé vers ce vélo-là, le fait qu'il n'y ait vraiment rien qui dépasse, et la nutrition et l'hydratation qui puissent être bien intégrées dedans. Et justement, en matière de nutrition, donc ici, on a une petite bento box qui est super pratique, vraiment, il suffit de soulever ça, hop, ça se ferme tout seul, c'est super bien intégré également. Là, on peut caler jusqu'à 6, 7, 8 gels. On peut sinon mettre des petits outils pour réparer. On peut mettre également des bonbonnes de CO2, mais bon, au final, il n'y en a pas vraiment besoin parce que juste derrière cette partie-là, on a également une sorte de petite boîte à outils, donc un petit compartiment avec un couvercle qui se glisse. Et là, on a une chambre à air, on a 2 bonbonnes justement, 2 petites cartouches de CO2, on a les petits leviers pour sortir les pneus si jamais il y a besoin de les changer. Honnêtement, ça fait super bien le travail et une fois de plus, vraiment un modèle d'intégration parce que ça permet de ne rien rajouter sur le vélo et d'avoir déjà tout qui est intégré directement dans le cadre du vélo. Ensuite, si on continue par là, donc on a le pédalier.
Alors là, il est monté avec un monoplateau 50 dedans. C'est un SRAM RAID qui également intègre un potentiomètre Quarq. Donc comme vous le voyez, c'est pareil, c'est super propre, c'est super lisse, c'est super beau. Et c'est assez facile d'accéder à la pile. Donc elle est juste là, c'est une petite pile plate. Il suffit d'enlever le cache. On dévisse également le petit cache pour la pile. Et ça se fait vraiment en 30 secondes. Donc à ce niveau-là, c'est assez pratique. Le seul problème, c'est que le potentiomètre est intégré donc, au pédalier en lui-même. Donc du coup, si jamais j'avais envie de mettre, je sais pas, un 54 ou un 56 d'une autre marque, je peux pas juste prendre le potentiomètre et le mettre sur l'autre. Ça, c'est le petit problème. Mais bon, voilà, c'est a priori, j'ai pas vraiment besoin d'un 54 ou d'un 56, mais c'est juste à garder ça en tête que c'est pas vraiment quelque chose que vous allez pouvoir passer d'un pédalier à un autre. Sinon, pour les parcours un petit peu plus vallonnés, parce que là c'était pour l'Ironman Texas et je vais également garder ce setup là pour West Friesland, pour les parcours un petit peu plus vallonnés, j'utilise un SRAM RAID également 50-37, donc ça donne quand même un petit peu plus de possibilités pour grimper. Pour le Norseman, j'hésite à passer au niveau du pédalier sur un 33-46 histoire de pas trop y aller en force dans les montées, notamment vu que dans les 20 premiers kilomètres, on ne doit pas être loin de 1600 mètres d'ascension. Donc l'idée serait ici d'avoir la possibilité de monter en cadence et pas trop en force, histoire de ne pas me cramer pour la suite de la course et de préserver au maximum mes jambes pour le marathon, en évitant naturellement de refaire la même erreur que lors de l'Ironman Texas. Sur ça, j'ai des bielles de 170 mm avec des pédales Wahoo Speedplay Aero. Alors la particularité, c'est qu'on peut les enclencher d'un côté, mais de l'autre côté, on a une surface qui ressemble un petit peu à la surface d'une balle de golf, qui une fois qu'elles sont enclenchées sur la chaussure, ça fait vraiment une surface homogène. L'idée étant encore une fois d'être le plus aéro possible et d'avoir le moins de résistance aérodynamique possible. Ensuite, on a une chaîne SRAM RAID Flat Top juste ici. Alors celle-là, elle a été optimisée par Ceramic Speed. Vous savez, c'est la marque qui produit des chaînes avec une sorte de poudre blanche qui est censée limiter le frottement mécanique, optimiser le rendement. Je les utilise généralement pour 1, 2, 3 courses en fonction déjà du temps parce que ça résiste pas super bien à l'humidité et après voilà, si j'en ai une ou pas à changer, elles sont assez chères donc bon, généralement j'essaye quand même de les garder pendant plusieurs courses. Mais je trouve que c'est assez pratique parce qu'il n'y a pas besoin de les lubrifier, il n'y a pas besoin, en tout cas lorsqu'on les installe, il n'y a pas besoin de mettre de wax ou de quoi que ce soit, ça tourne bien. Et puis en plus de ça, c'est assez cool quand on vient de l'installer, d'avoir le design de la chaîne tout blanc sur le vélo. Je trouve que ça fait assez sympa. Alors d'après Ceramic Speed, cette chaîne va permettre un gain de 2 à 5 watts par rapport à une chaîne normale. Ça peut paraître assez peu, mais au final, on parle de gains marginaux et 2 à 5 watts par ici, 3 à 6 watts par là, et ainsi de suite. On va finalement arriver à 40 ou 50 watts d'économie. Et quand on connaît la difficulté à gagner 40 ou 50 watts en puissance à l'entraînement, ça peut peut-être valoir la peine de se pencher un petit peu sur ces questions d'optimisation. Parce qu'après tout, l'objectif en course, c'est pas d'être le plus fort, mais c'est simplement d'être le plus rapide. Après ça, on a un Oversize Pulley Ceramic Speed également. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau, maintenant, il y a une sorte de coque qui est censée le rendre encore plus aéro. Bon, celui-là, je trouve qu'il fait bien le travail. Je suis pas sûr d'avoir envie d'investir 700 ou 800 balles juste pour gagner 1 ou 2 watts en plus. Bon, je pense que, sauf à ce que je devienne fou dans les prochains mois et que je décide d'en changer, celui-là, il va encore rester avec moi quelques temps. Et en plus de ça, il est bleu et ça matche bien le cadre du vélo. Alors, il est monté sur un dérailleur SRAM RAID également, donc c'est un dérailleur 12 vitesses, connecté donc en Bluetooth à une petite centrale qui se trouve ici et qui elle-même est connectée donc aux shifters qui sont là et là. Ça fait bien le travail, c'est assez précis. On a une application en plus sur téléphone qui permet vraiment de faire du sort de fine-tuning pour ajuster si jamais il y a un petit frottement ou quoi, positionnement du dérailleur. Ça, c'est vraiment assez cool. Il y a également la possibilité via l'application de programmer par exemple lorsque on va changer de plateau pour éviter qu'il y ait un trop gros saut en termes de vitesse. Programmer, je sais pas, qu'on va monter de plateau et on va descendre du coup de 1 ou 2 pignons. Ça peut être assez pratique pour justement lisser un petit peu le passage entre vitesses. Et on peut également programmer le fait de pouvoir soit passer 4, 5, 6 vitesses d'un coup en restant appuyé sur le shifter,
soit qu'elles passent l'une après l'autre. Mais en tout cas, on a quand même pas mal de possibilités avec ce type de dérailleur. Et il y a également le fait que ce dérailleur-là vienne avec une batterie indépendante qu'on puisse enlever, qu'on puisse brancher après sur un petit chargeur USB. C'est assez simple à faire et c'est vraiment très différent de l'ancienne version que j'avais avec un DI2 où on devait enlever donc une sorte de petit cache ici, ça supposait d'enlever 3 vis. Il fallait enlever le cache, il fallait le brancher ensuite directement sur le courant avec un petit adaptateur, mais il fallait vraiment brancher le vélo. Alors que là, le vélo, il peut rester n'importe où, on prend juste la batterie, on peut en avoir une ou deux de rechange si jamais il y a un problème avec une. Et alors là, il n'est pas monté parce que c'est un monoplateau et du coup, j'en ai pas besoin, mais avec le dérailleur avant, c'est exactement la même chose. Il est également équipé d'une batterie, il fonctionne également sans fil et du coup, les batteries sont interchangeables. Si jamais il y a un problème sur l'une, je sais pas, on est sur une sortie assez longue et la batterie est morte, je peux tout simplement la switcher, me mettre sur le plateau que je veux et après pouvoir continuer quand même plus simplement que si jamais j'étais avec un système qui ne me permettait pas de changer ça. Ensuite, si on remonte un petit peu, on arrive sur la selle. Alors là, c'est une ISM PN 4.0, donc c'est une selle qui est fendue, qui est assez confortable et qui, en tout cas, pour ma morphologie, me va très bien. Alors c'est vraiment difficile de recommander une selle parce qu'au fond c'est très personnel, il faut vraiment les essayer. J'en ai essayé pas mal avant celle-là, mais celle-là semble me convenir et surtout lorsqu'on a 180 km à se taper en position aéro. Bon, on apprécie quand même le fait d'avoir un petit peu de confort et de ne pas avoir trop de frottement là où on n'a pas nécessairement envie d'en avoir. Ensuite, en continuant, on a le système d'hydratation arrière qui est maintenu par le système donc, de support Canyon qui vient se fixer directement sur la tige de selle. Honnêtement, c'est super pratique. On peut installer un ou deux porte-bidons. Là, j'ai deux porte-bidons de la marque X-Lab. Le modèle, c'est le Gorilla XL de mémoire. Et l'avantage qu'ils ont, bon, ils sont faits en carbone, ceux-là, ils sont super légers, mais ils ont un grip qui est assez fort et ça permet quand même d'éviter pas mal l'éjection de la bouteille, du bidon en tout cas, si on passe dans un trou, si on passe sur un dodane. Honnêtement, ils ne sont pas donnés, mais je trouve qu'ils sont quand même assez efficaces et certainement beaucoup plus efficaces que des porte-bidons qui peut-être sont plus accessibles en termes de coût, mais vont pas vraiment vous permettre d'avoir un gros grip autour du bidon. Et en vrai, bon, se retrouver sans nutrition, sans hydratation, si vous avez chargé pas mal vos bidons arrière en carbs pendant la course, ça va pas être idéal, ça vaut peut-être l'investissement. Pour le Norseman, vu qu'on a une team qui nous accompagne tout du long sur la partie vélo, sauf pendant les 20 premiers kilomètres et les derniers kilomètres avant la T2 et qu'il n'y a de toute manière aucune restriction au niveau du nombre de ravitaux que l'on peut prendre, je pense que j'aurai une approche un petit peu différente avec un petit peu moins de liquide embarqué avec moi pour limiter au maximum le poids pendant les montées et surtout, vu que la température ne sera de toute manière pas super élevée, la consommation de liquide sera moins importante que sur une course du style Texas ou Kona. Mais malgré ça, comme je vous disais, mettez un élastique, ça prend 3 secondes, ça coûte rien du tout et au moins vous êtes serein et vous savez que votre hydratation ne va pas sauter pendant la course. En termes d'hydratation encore, ici on a un porte-bidon Chrono Elite. Alors c'est la gourde aéro qui vient se caler juste ici, c'est une gourde de 500 ml. Bon, assez classique, super efficace, je l'utilise à chaque course, honnêtement, pas grand chose à redire. Ça marche bien, ça tient bien, j'ai jamais eu de problème avec et au moins elle est bien cachée derrière le cadre, ça pose pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, si on remonte vers l'avant du vélo, on arrive sur les extensions Unico Custom Bikes. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus, là ça fait à peu près 1 an du coup que je les utilise. Ça change vraiment le confort sur le vélo, il n'y a plus aucune douleur au niveau des trapèzes, au niveau des bras, c'est totalement fait sur mesure, ils vont venir vous scanner sur votre vélo, dans votre position et après ça donc ils vont vous produire une sorte de modèle que vous aurez la possibilité d'essayer. Vous avez la possibilité également d'adapter la forme de base qu'ils vous proposent. Moi j'avais voulu remonter un petit peu les côtés pour que ça tienne un petit peu mieux les bras. Vous avez la possibilité de mettre la poignée, donc soit comme je l'ai là avec les deux shifters l'un derrière l'autre, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre, vous pouvez avoir 2 poignées différentes. Après sur ça, j'ai un support pour mon Garmin, celui que j'utilise c'est un 1040. Il marche super bien, il a un gros écran bien large, ça permet de mettre pas mal de données et surtout elles sont très visibles et je les ai juste sous les yeux lorsque je suis en position aéro. Donc ça c'est très pratique. Et il y a également normalement un système d'hydratation ici qui n'est pas installé, mais donc j'ai également un Gorilla qui vient s'installer ici et dedans donc je vais mettre une sorte de bidon aéro avec une paille qui ressort et là c'est pareil, lorsque je suis dans la position aéro j'ai juste à baisser la tête
pour pouvoir y accéder. C'est super pratique. Généralement, ce que je fais, c'est soit dans les ravitaux, donc je prends une bouteille, je la verse dedans parce qu'il y a un petit bouchon qui permet d'y accéder très facilement. Soit je vais prendre l'une des gourdes de derrière qui sont généralement remplies de boissons d'effort et je vais les vider à l'intérieur, ce qui est quand même vachement plus pratique pour y accéder. Et naturellement, vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'intérieur comme vous le voulez. Moi, j'ai mis le logo de la chaîne et le hashtag. Et puis on arrive sur le dernier élément, et là probablement c'est celui sur lequel vous m'avez posé le plus de questions. C'est les nouvelles roues Cadex Aero. On a le modèle avec 4 branches à l'avant et la lenticulaire à l'arrière. Au-delà du design que moi j'adore, je trouve qu'elles sont assez efficaces. Alors je pourrais pas comparer exactement parce que j'ai pas fait la comparaison. Le système que j'avais avant avec la 858 NSW Zip à l'avant et la Super 9 à l'arrière qui marchait également super bien. Là c'est voilà, une approche différente. Vu les temps, notamment sur l'Ironman Texas, je serais tenté de dire que c'est assez rapide, mais après, pour pouvoir faire une vraie comparaison, il faudra vraiment aller dans un milieu contrôlé, faire quelques runs, je sais pas, sur vélodrome avec l'une, avec l'autre et pouvoir comparer ça. Peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, elles sont montées avec un Continental 5000 STR 25 à l'avant et 28 à l'arrière. Je les gonfle à 60 et 64 PSI. Alors, je ne sais pas vous dire à combien ça correspond en termes de barres, mais en tout cas, c'est moins que ce qu'on a l'habitude de gonfler sur les chambres à air. Je trouve que l'avantage des tubeless, c'est que ça absorbe vraiment les irrégularités, les aspérités de la route. Le ride est quand même vachement plus doux. On a quand même moins l'impression que ça tape le cul dès qu'il y a une petite bosse, un petit trou sur la route par rapport à des chambres à air. C'est l'avantage du tubeless. À l'intérieur, j'ai du liquide, donc soit je mets du Muck Off tubeless, soit je mets du Orange, je crois, le nom de la marque. Ça, c'est un tube orange et je crois que c'est aussi le nom de la marque. Bon, ça marche bien l'un comme l'autre, honnêtement, aucune difficulté à ce niveau-là. Ce qu'on remarque aussi sur la roue arrière, c'est qu'elle est asymétrique, c'est-à-dire que du côté de la cassette, elle est vraiment incurvée vers l'intérieur, alors que de l'autre côté, elle va être bombée vers l'extérieur. Bon, j'ai pas vraiment les détails, honnêtement je m'y suis pas vraiment intéressé encore du pourquoi, du comment, mais bon, l'idée naturellement c'est que ce soit beaucoup plus aéro et que ce soit beaucoup plus efficace. Après, voilà, est-ce que ça l'est plus qu'une roue normale? Comme je vous disais, il faudra aller faire un test en vélodrome, peut-être un de ces jours, mais c'est pas prévu juste maintenant. Même s'il y aura plus de 3600 mètres de D+, sur le Norseman, c'est exactement ce setup-là que je vais utiliser pour la course avec la lenticulaire à l'arrière. Parce qu'au final, il y a certaines difficultés, mais il y a aussi beaucoup de parties roulantes, et la pénalité potentielle que la lenticulaire va m'apporter dans les montées à partir d'un certain pourcentage de pente, je pense, sera largement compensée par les bénéfices dans les parties roulantes et les descentes. Et pour peu qu'il y ait un petit peu de vent latéral bien orienté, ça sera d'autant plus un avantage d'avoir la lenticulaire à ce moment-là. Sur cette roue-là, donc j'ai une cassette SRAM Red. Alors celle-là, c'est celle que j'avais pour l'Ironman Texas. C'est une 10-28, donc c'est une 12 vitesses. Généralement, j'alterne entre ça et puis pour des parcours un petit peu plus compliqués, je vais mettre du 10-33 avec donc comme je vous disais, un 50-37 à l'avant. Pour le Norseman, ça sera certainement ça. Pour West Friesland, je vais garder ça. L'avantage donc d'avoir 10-28 ou même 10-25 à la place de 10-33, c'est que les changements entre les vitesses vont moins se sentir, ça va être un changement plus doux. C'est juste plus agréable, mais après, je pense que ça n'a pas vraiment d'effet sur la performance en tant que telle. C'est juste que quand on va passer entre les vitesses, on ne va pas avoir soit un à-coup, soit un gros changement, en tout cas un changement si important en termes de difficulté à entraîner le vélo. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.